On regarde dans le rétro et on commence avec la naissance d'un mastodonte, Maud. Oui, nous sommes le 8 avril 1946 et ce jour-là, le secteur de l'énergie voit naître EDF, Électricité de France. Et 46. oui, alors on est dans l'après-guerre, 1946. Il y a des entreprises privées qui fournissent de l'électricité, mais il y a un énorme besoin, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale. Et le gouvernement de l'époque estime que l'électricité est un bien public et décide donc de nationaliser ces entreprises qui existent. Et donc, ça devient Électricité de France. Très vite, il va y avoir le premier choc pétrolier, 1973. Le Premier ministre, à l'époque, s'appelle Pierre Messmer. Et donc, cet homme va lancer le plan Messmer pour construire les toutes premières centrales nucléaires. Regardez. Ce sont des images de l'avenir que nous a apporté cette semaine l'achèvement technique de la première centrale nucléaire française. EDF 1, sur le territoire de la petite commune d'Avoine, près de Chinon, a dévoilé le spectacle des centrales électriques de l'âge atomique. Alors, sauf qu'aujourd'hui, Maud, on n'est plus tout à fait capable de construire 13 centrales aussi rapidement, non? Alors, tout à fait, on peut le dire. On va prendre un exemple, Oui. c'est l'EPR de Flamanville. Vous savez, les EPR, ce sont les centrales nouvelle génération. Le chantier a été lancé en 2007. La centrale devait être mise en service en 2012. Nous sommes en 2022. L'EPR n'est toujours pas en service. Maud, nous étions avec Mathieu Boisseau à Londres il y a quelques minutes, donc on va retraverser la Manche, donc direction le Royaume-Uni, avec la disparition d'une personnalité britannique qui n'a toujours pas fait l'unanimité, mais en tout cas qui a marqué les esprits de chacun. Et oui, nous sommes le 8 avril 2013 et ce jour-là, les Britanniques, mais aussi l'ensemble de la classe politique mondiale, on peut le dire, rend hommage à une grande dame, celle qu'on appelait la Dame de Fer, connue pour sa fermeté, c'est évidemment... Maggie, comme disait Renaud. Et oui, Margaret Thatcher. Regardez. C'était l'une de ses dernières apparitions. Et c'était un symbole fort au regard de l'histoire récente du pays. Margaret Thatcher, aux côtés de David Cameron, une transmission idéologique entre conservateurs. Le professeur et l'élève, oseront certains. Ces dernières sorties étaient rares. Au Parlement où elle venait exceptionnellement, ou à Westminster, pour cette inauguration, mais toujours avec le même humour. J'aurais préféré une dame en fer, mais je me satisferais du bronze. Voilà Margaret Thatcher qui avait toujours cette petite pointe d'humour britannique quand même. Et qui était la cible des rock bands britanniques, Bien notamment sûr. des punks, Oui. et notamment du groupe Clash, ce qui nous amène, Maud, à un autre 8 avril. Et oui, le 8 avril 1977, ce jour-là sort le tout premier album des Clash. Ce groupe s'est construit dans ses messages politiques justement contre le conservatisme de Margaret Thatcher. Et il y a un titre qu'on connaît tous évidemment, c'est London Calling, qui justement Oui, il y en a appelle... plein que je connais, Ah, regarde, Manifest regarde. and Ah, ben oui, mais Seven, je sais bien que vous êtes fan de rock et de punk, Axel, donc là-dessus, vous êtes incollable. Les Clash, donc, qui en 79 vont sortir leur troisième album avec donc, ce titre London Calling, qui est un message pour la jeunesse britannique et qui appelle la jeunesse à se rebeller. On l'écoute? Bah oui. Allez. On y va. Oui. Voilà, les Clash to the jeunesse, ça. Ouais. Hein. Je trouve pas que ça ait très bien vieilli, pour être tout à fait C'est honnête. vrai? Mais alors là, Ah, bah je vous mince, dis un alors. crime de Ils lèse-majesté. sont habillés. Je trouve que les Pink Floyd, ça a mieux vieilli. Ah oui, c'est non, mais vrai. on est Voilà. dans une autre Ce dimension. qu'on va là. faire, on va papoter, on va débriefer. Qui Allez. vit mieux que qui? On marque une pause et on vous donne le résultat de notre étude. On revient pour le journal et la météo. À tout de suite.